mona Congo ngonga kosala kimia yango yo 1960 indépendance 40 ans après le Congo reste une référence. Madame, Messieurs, bienvenue à cette matinée tout à fait spéciale qu'organise l'ICREDES, ce groupe de réflexion constitué de grandes personnalités, des personnalités de haute valeur, à l'occasion de la présentation du livre sur la balkanisation et l'implosion de la République démocratique du Congo, un livre qui a regroupé plusieurs intellectuels, des professeurs de renommée sur la question de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Cette épineuse question qui est toujours d'actualité et qui fait couler encre et salive dans la mesure où les Congolais sont déterminés à défendre leur pays. Les Congolais ne sont pas disposés à laisser un seul petit centimètre carré de la République démocratique du Congo entre les mains de qui que ce soit. Le Congo restera un et indivisible, dit-on. Aujourd'hui, cette matinée tout à fait spéciale va se dérouler ici à Sultani Hotel. Dans cette salle, nous allons retrouver toutes ces personnalités. Nous allons donc assister au baptême de ce livre sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Je suis les rescapés. Ah. Comme avocat, je me suis dit, Ce jour sera porté sous le fond baptismaux le livre intitulé « La République démocratique du Congo face au complot de la balkanisation et d'implosion ». Le programme de la matinée se présente comme suit. Après la scénette et l'hymne national, le mot de circonstance de l'ICREDES, l'ICREDES qui veut dire l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques. Après le mot de l'ICREDES, ce sera l'allocution de la fondation OSISA. Puis suivra la présentation du livre, la présentation de l'ouvrage, d'abord avec la lecture commentée du livre, suivra ensuite un échange qui sera suivi du mot de clôture, puis du baptême du livre par le professeur Théophile Obenga, et enfin exposition, vente et dédicace. Les échanges de cette matinée auront comme modérateur le docteur Mayengo, qui est écrivain et poète. Sans plus tarder, j'invite le professeur Kibanda Matungila, coordonnateur des programmes à l'ICREDES. L'ICREDES, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, pour le mot des circonstances prévu par l'ICREDES. Honorables sénateurs, honorables députés, Excellences, Monsieur le ministre d'État, Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, les ambassadeurs, distingués invités, l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, l'ICREDES en sigle, est très honoré de votre présence à cette cérémonie de baptême de sa dernière publication. Nous vous en remercions profondément. L'ICREDES adresse des remerciements particuliers à l'OSISA qui a financé cet ouvrage. Mais avant la présentation de l'ouvrage à proprement parler, certains d'entre vous se posent sûrement des questions de savoir ce que c'est l'ICREDES, sa mission, ses objectifs et ses activités. Très brièvement, l'ICREDES, l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, a été créé par le professeur Kankoué Nambaya
au moment où il était encore économiste principal, chargé de l'Afrique à New York en 2003. Et l'ICREDES a eu son agrément au niveau d'abord de l'hôtel de ville depuis 2003 et au niveau du ministère de la Recherche scientifique à partir de 2007. L'Institut se veut un laboratoire d'idées ou un think tank dont la mission est de promouvoir un centre de réflexion scientifique et d'animation intellectuelle qui puisse rayonner sur les dynamiques sociales au Congo, armer intellectuellement les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les niveaux et influer sur leurs activités. Apporter sa part dans l'éclairage des décideurs de politique de développement au niveau national, régional et local, ainsi que les partenaires qui apportent leur appui et leur assistance au pays. Appuyer les acteurs à la base dans la formulation et la mise en œuvre d'une dynamique de développement participatif entièrement appropriée par les communautés. Contribuer au développement intellectuel et scientifique de l'Afrique en général et de la RDC en particulier, notamment en contribuant à la valorisation du potentiel humain et à la formation des cadres techniquement au point pour les activités de développement durable. Être un des centres de référence et d'excellence en matière d'analyse des problèmes de développement politique, économique et socioculturel du Congo et des réflexions stratégiques sur les dynamiques globales, sectorielles et transversales du pays. Voilà en quelque sorte résumer la mission de l'ICREDES. Dans ce cadre, les objectifs de l'Institut consistent particulièrement à mener des recherches en développement sur toute thématique sociale, naturelle ou physique concernant la République démocratique du Congo et l'Afrique. Mener des recherches stratégiques sur les thèmes et secteurs névralgiques du développement du pays. Monter une base de documentation et de données dans le cadre de ces programmes de recherche et au service du public congolais en général. Créer et lancer un carrefour scientifique interdisciplinaire permettant l'échange d'informations et d'analyses, ainsi que la confrontation constructive des méthodes scientifiques, des théories et des résultats de recherche. Mettre les résultats de ces recherches à la disposition de ses membres et des organismes publics et privés, notamment nationaux ou internationaux, qui le demandent. Fournir à ses membres et à ses partenaires des services de qualité en archives, bases de données, documentation, bibliothèques et autres moyens modernes de technologie de l'information et de la communication. Assister les partenaires qui les demandent en études spéciales et rapports sur les programmes et les projets de développement et d'investissement. Former et recycler les cadres en recherche, en développement, études stratégiques et gestion de développement. Formulation, mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques, des programmes et des projets de développement. L'activité de ces jours porte essentiellement sur les publications, puisque c'est l'un des secteurs sur lesquels l'ICREDES se focalise. Il faut vous signaler que l'ouvrage qu'on va baptiser tout à l'heure n'est pas le premier, puisque l'ICREDES compte déjà à son actif l'ouvrage « L'économie politique de la prédation au Congo », qui a été publié déjà en 2005, les intellectuels congolais face à leurs responsabilités devant la nation, mélange en mémoire du professeur Ilunga Kabongo, publié en 2007. Et ici sur place, il y a le professeur Mukoka qui a été publié en 2012, État et gouvernementalité au Congo, RD. Il y a aussi l'ouvrage du professeur Kankwenda, Le Canada et l'Afrique, repenser les rapports de coopération au développement, les actes des colloques qui s'étaient tenus à Montréal en 2009. Voilà en quelque sorte les petits mots que l'ICREDES tenait à vous adresser pour vous éclairer sur
les profits de l'institution et ses activités. Merci. Nous invitons M. Roger Vita, représentant du directeur de la Fondation OSISA, à prendre la parole. La Fondation Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA en sigle, est heureuse de participer au lancement public du livre La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion, qui est un sujet d'actualité et de débat public. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation OSISA a été créée à Johannesburg en 1997 dans le but de contribuer à construire une société ouverte en Afrique australe et d'en faire une entité démocratique, dynamique et tolérante dans laquelle le peuple libéré de l'exclusion sociale et l'inégalité comprend et exerce ses droits fondamentaux avec responsabilité et participe activement à différentes sphères de la vie publique. Pour ce faire, OSISA s'est donné pour mission de faciliter, au besoin, y participer directement, les travaux des organisations de la société civile et leur capacité à intégrer, à interagir avec les institutions publiques, afin de les rendre plus redevables vis-à-vis de leur peuple. Le programme OSISA RDC a été créé en janvier 2007. Et ce programme travaille dans 6 grands secteurs d'intervention, à savoir la promotion et la consolidation des mécanismes et institutions démocratiques. 2. La promotion et protection des droits humains fondamentaux. 3. Le soutien à la délivrance des services de qualité dans le domaine de l'enseignement. 4. L'appui à la réforme de la justice et la lutte contre l'impunité. 4. La transparence dans la gestion des ressources publiques et la participation citoyenne dans la formulation des politiques publiques. Enfin, la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes. À travers ces 2 projets qui sont l'Observatoire pour la bonne gouvernance en Afrique, AFRIMAP, et l'Observatoire pour les ressources naturelles en Afrique australe, SARWA, à travers ces 2 projets, OSISA essaie d'appuyer des recherches et des publications, mais facilite aussi la publication des autres chercheurs de la société civile afin de susciter des débats publics et pousser ou stimuler les jeunes chercheurs à la publication. OSISA pense collaborer avec les instituts supérieurs, les universités, les centres de recherche et les chercheurs indépendants à la publication des études spécialisées rentrant dans ces actes d'intervention pour la mise en œuvre de sa mission. En appuyant la publication du livre La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion, OSISA pense contribuer au débat sur les guerres à répétition, les guerres continuelles à l'est de la République démocratique du Congo. Ce livre est d'une grande contribution dans la mesure où il explique en détail les complots de la balkanisation, l'implosion d'un pays doté d'immenses ressources naturelles. C'est un livre d'actualité qui suscite un intérêt particulier avec ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC. Il explique la nature, les termes dans lesquels le problème de balkanisation se pose, ses acteurs et autres parties prenantes et évalue les pistes de solutions. C'est une analyse profonde des guerres continuelles de l'Est de la RDC, leurs enjeux stratégiques et leurs dessous cachés, et constitue enfin une interpellation des dirigeants qui doivent prendre position. OSISA remercie les chercheurs et journalistes pour leur travail combien louable qu'ils nous offrent et qu'ils mettent à la disposition de toute la société congolaise et la communauté internationale. OSISA rend hommage à l'œuvre autant qu'aux auteurs
que nous félicitons particulièrement par ailleurs, connaissant les servitudes de la rédaction d'un ouvrage de cette dimension et de cette qualité. Je vous remercie. Nous passons directement à la présentation de l'ouvrage République démocratique du Congo face au complot de la balkanisation et d'inclusion. Pour ce faire, nous invitons le professeur Justin Kakweda-Mbaya, directeur général de l'ICREDES, à prendre la parole. L'honneur m'est choix de vous faire une brève présentation, non pas du livre, mais de l'esprit du livre, qui fait l'objet de la rencontre de ce jour. Lorsqu'on réfléchit sur les guerres en RDC en général, et sur celle de l'Est du pays en particulier, on est obligé de creuser pour en saisir le pourquoi et le comment, avant de penser une stratégie de réponse adéquate. Le pourquoi de ces guerres se réfère certes aux causes immédiates et lointaines de ces causes, mais il se réfère également aux objectifs, qu'ils soient avoués ou voilés, ou inavoués, des acteurs visibles et de ceux qui sont derrière ceux-ci, afin que nous puissions en comprendre les motivations et les enjeux. Le comment comprend les faits de guerre eux-mêmes, mais il comprend également l'ensemble de l'arsenal des actions qui les accompagnent sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan géostratégique. C'est pour aller au cœur de tous ces faits-là et en comprendre la logique que des chercheurs, des observateurs, des analystes parmi les plus avisés de ce pays se sont mis ensemble pour mener cette réflexion dont ils vous livrent aujourd'hui la quintessence. Quelqu'un disait, il y a quelques siècles, que Catilina est aux portes de Rome et nous, à l'Assemblée du peuple, on est en train de délibérer. Pour attirer l'attention sur le fait que l'Assemblée du peuple ne veut pas continuer à discuter alors que le danger était à la porte de la ville. Mais là, Catilina n'était qu'aux portes de Rome. Aujourd'hui, Catilina est à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est dire que l'heure est grave. Et c'est pour présenter cet état de choses en ce qui concerne notre pays que l'ICREDES, avec ses partenaires, ont pensé vous offrir cette cérémonie à laquelle vous avez aimablement répondu, du moins à son invitation. Je vais vous présenter l'esprit du livre en 6 points. D'abord, la genèse, brièvement, du livre. Ensuite, remonter aux sources historiques du complot de balkanisation. En 3e point, présenter les nouvelles donnes de l'équation de balkanisation. En 4e point, réfléchir avec vous sur les modes de mise en œuvre de ce complot, donc de son exécution. Et en 5e point, quelque chose qui semble être présent ou absent du projet, du complot, c'est questionner le mandat réel de la présence massive des Nations Unies dans notre pays. Et enfin, mettre sur la table la réalité et non le mythe de ce complot avant de conclure. Je commencerai donc par la genèse du problème. Des guerres incessantes. Un État considéré comme un État fragile, ou pour ceux qui veulent appeler les choses par leur nom, ils disent un État en faillite. Pour des raisons multiples que chacun de nous connaît, et chacun de nous peut en donner les traits caractéristiques. Permettez que je ne m'étende pas là-dessus. Le constat, c'est que le pouvoir en charge d'assurer l'ordre public sur l'ensemble du territoire est fréquemment remplacé dans certaines zones, si pas à certaines heures, par des acteurs non étatiques qui organisent la violence de l'État, qui s'attribuent les prérogatives régaliennes du pouvoir d'État, ou même prennent sur eux la responsabilité de s'occuper des citoyens. Ce qui est un trait globalisant, synthétisant de l'état des lieux. C'est un État fragile ou en faillite. Dans un tel climat de gouvernance,
les invasions étrangères, la fabrication des milices, des associations de malfaiteurs, la criminalité organisée, la prolifération des chefs de guerre et des économies de guerre, les rebelles, les pillages des ressources du pays, tout cela devient monnaie courante et s'explique. Le débat sur ces guerres, le silence des pouvoirs sur leurs tenants et leurs aboutissants, l'attitude de certains pays voisins et les positions ambiguës des amis occidentaux ou de certains amis occidentaux à l'égard de ces guerres, tout cela finit par éveiller l'attention du peuple congolais. C'est dire que le trop-plein de guerre, au lieu d'aboutir à ce que l'on croyait, fatiguer l'opinion par les guerres, afin que là, de cette situation-là, ils se laissent résigner et accepter le fait accompli de la balkanisation. Au contraire, ça les a réveillés. Les Congolais sont doux. Le débat n'est plus à limiter dans les corridors des arcanes du pouvoir. Le débat sur la situation du pays est sur la place publique. La société, la citoyenneté s'en est accaparée. C'est dans ce sens-là, c'est dans cet esprit-là qu'un certain nombre de centres de recherche congolais de l'Université de Kinshasa, le groupe de presse Le Potentiel, l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, se sont dit qu'il faut organiser des réflexions. Et ont organisé une série de conférences-débats à l'Université de Kinshasa au cours du mois de mai de l'année dernière. Et l'ICREDES s'est dit qu'il fallait capitaliser sur ces réflexions et ces conférences-débats, élargir le cercle de leurs discussions, afin que les différentes fractions, les différents segments de notre société s'imprègnent de la situation, des enjeux, au-delà de la théâtralisation qui apparaît directement. C'est dans ce cadre-là qu'il a été décidé de faire cette publication. Parce que dans la pensée des Congolais aujourd'hui, guerre du Congo, guerre de l'Est du Congo et projet de balkanisation font un. On ne peut plus les concevoir comme des manœuvres ou des mécanismes séparés. On doit les voir en grand pour que nous ne tombions pas dans un mauvais piège par inattention ou par appétit. C'est donc pour cela que ce livre est sorti, pour démonter et démontrer les enjeux, les mécanismes, la stratégie et la dynamique de mise en œuvre progressive par les penseurs, les décideurs, acteurs, ingénieurs et autres agents d'exécution de ce projet macabre de balkanisation, d'implosion de notre pays. C'est à ce travail que le livre s'attelle. Cela m'amène au deuxième point de la présentation de l'esprit de ce livre, remonter aux origines historiques du complot de balkanisation. Cet État, son existence doit à un certain Léopold II, roi des Belges. Souverain entreprenant, roi visionnaire, stratège, diplomate, disons même fin diplomate, mais doublé d'un homme d'affaires impitoyable. C'est cet homme-là qui est à l'origine de l'État indépendant. Ça s'appelait pas État, c'est devenu État, parce qu'il voulait d'abord se présenter comme une action humanitaire. Il a joué pour que les différentes convoitises de puissance de l'époque s'accordent pour lui reconnaître cet empire comme étant un bien personnel. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire. Je voudrais seulement souligner une chose qui est sortie de la conférence de Berlin. On lui a reconnu la possession ou la propriété de cet immense territoire riche, mais cela était assorti d'une clause qui faisait que l'État indépendant du Congo devait rester ouvert aux autres puissances en matière de commerce et de navigation. C'est une clause qui passe souvent inaperçue, mais c'est une clause importante. Parce qu'elle plantait déjà les germes de l'internationalisation des problèmes du Congo dès 1885. Mais durant la période la période coloniale, les convoitises enfouies sont restées enfouies. Après l'indépendance, les convoitises sont apparues. Elles sont apparues au travers de divers événements que nous avons vécus. Je ne vais pas m'étendre dessus.
Je veux simplement dire que durant la colonisation, l'unité du pays avait été sauvegardée parce qu'on ne pouvait pas violer 1885, la conférence de Berlin. Après l'indépendance, au lieu que ça apparaisse, quelque chose est apparu, les pesanteurs de la guerre froide, qui faisaient en sorte qu'il y avait d'abord un danger commun pour l'Occident. Là encore, on a mis le projet de balkanisation au frigo, en attendant de voir clair. Il fallait être un pour faire face au danger du soi-disant communisme. Le projet est resté dans les tiroirs, l'unité du pays a été sauvée. Les tentatives de sécession créées pour réagir contre le gouvernement Lumumba, on a dû, après l'assassinat de ce dernier, on a dû les faire taire et on a confié le sort de cet État à un autre agent, ça a été confié à M. Mobutu, dont le leadership autoritaire, le régime totalitaire ont été soutenus sur tous les plans par les puissances étrangères, parce qu'il y avait une mission qui lui était confiée. Mais dès qu'il n'était plus question de guerre froide et que l'Occident était sorti vainqueur, disons les États-Unis étaient sortis vainqueurs, la mission historique confiée à Mobutu était terminée. Il devenait encombrant. Il fallait en finir avec lui. On lui a même dit que s'il ne quittait pas le pouvoir, il allait voir son corps. Évidemment, il ne pouvait pas le voir. Son corps traînait dans la... Le pouvoir changea de main. Et maintenant, la mise en œuvre du complot de l'organisation pouvait commencer. Mais il y avait d'autres problèmes à résoudre. Il faut définir le leadership de cette implosion, de cette organisation, quelle stratégie adopter, quel processus, quels acteurs on met en mouvement, les instruments et les moyens. Et il fallait aussi s'accorder sur la configuration géographique, la nouvelle configuration géographique qui pouvait en découler. Ce n'était pas des problèmes facilement solvables. Ça demandait des discussions et ça demande encore du temps. Parce que les intérêts qu'il faudrait gérer, les ambitions qu'il faudrait gérer, tout cela n'est pas aussi facile. Le Congo, qui était un vieil enjeu sur l'échiquier mondial pour les grandes puissances, redevient maintenant à la une. On avait mis le complot en hibernation, mais là, il fallait le réchauffer et le remettre à jour. Du fait de ces richesses, le pays est donc au centre des enjeux de contrôle de l'Afrique. Pas seulement de lui-même, mais aussi du contrôle de l'Afrique. Parce qu'il se trouve intégré dans les équations de positionnement stratégique des puissances, que ce soit sur le plan économique, du fait de ses ressources, sur le plan géostratégique, du fait de son positionnement, et sur le plan militaire également. Et ceci, en particulier au niveau de l'échiquier mondial. Au point que ces puissances sont allées jusqu'à fabriquer et imposer au Congo un leadership qui leur est redevable et qui, de ce fait, ne devrait pas se soucier ou leur opposer l'intérêt et le devenir du peuple congolais. J'ajouterai une dimension importante, parce que sur le plan géostratégique, le Congo occupe une position centrale qui en fait un atout géostratégique dans le contrôle politique, dans le contrôle militaire et sans doute aussi dans le contrôle économique de l'enjeu qu'il représente. N'oublions pas que le Congo est situé géographiquement avec au nord et au nord-ouest l'ancien empire colonial français, l'Afrique équatoriale française, avec à l'est l'ancien empire britannique devenu anglo-américain, avec au sud l'ancien empire britannique également devenu anglo-américano-sud-africain. Reste au centre du dispositif simplement le Congo, vaste, riche en ressources humaines, matérielles, naturelles, etc., avec l'Angola, également vaste et riche. Mais là, les deux pays proviennent des maîtres coloniaux qui ne pèsent pas beaucoup sur l'échiquier mondial. Et cela peut être à la fois un bien ou un mal pour le Congo. Mais cela n'est plus respecté. Parce que les cartes semblent être en bouleversement. Les États-Unis
inquiets de la baisse de leur hégémonie au niveau mondial, louchent maintenant autrement vers le centre du continent, vers le Congo. Parce que c'est un grand réservoir de matières premières. Ils ont même dit officiellement qu'ils déclarent la fin des liens d'origine coloniale en Afrique. Pour dire, eux aussi, ils arrivent, ils veulent être à table à la mangeoire et même occuper la meilleure position à cette table. Et ils arrivent avec leur propre dessin géographique pour la configuration géopolitique, non pas seulement de l'Afrique, mais de cette région particulière de l'Afrique centrale. Les États-Unis n'ont pas oublié que c'est grâce à leur soutien que Léopold II avait obtenu la reconnaissance de son domaine congolais pour apaiser les convoitises des puissances coloniales de l'époque. Ils se mettent alors à fabriquer et à imposer ce qu'ils ont appelé les nouveaux leaders africains. C'est un concept qui est sorti du vocabulaire des états-majors américains. C'est-à-dire les nouveaux, ce qu'on appelle les US kind of guys. Ceux qui peuvent faire ce que les États-Unis ne peuvent pas faire directement, ceux qui vont faire pour le compte des États-Unis ou de l'Occident en général. Et à eux, on donne tout l'appui qu'il faut. On fermera les yeux sur leurs dérives totalitaires ou dictatoriales. On leur apportera tout l'appui dont ils ont besoin. Et on les poussera dans le sens de ce que l'on veut obtenir dans la nouvelle configuration de l'Afrique. Ils ont pour mission de faire ce que les États-Unis ne peuvent pas faire directement. Et c'est avec eux et par eux que les États-Unis, appuyés notamment par la Grande-Bretagne, mais en gros tout l'Occident, veulent mettre en œuvre leur plan de reconfiguration de notre région. L'Europe, le reste de l'Europe, reste plus ou moins expectative, avec un discours ambigu, ne sachant pas trop bien de quel côté les choses vont se pencher, chacun cherchant à se positionner pour un morceau du gâteau congolais, en cas d'échec d'une stratégie collective de défense et de l'intégrité de ce territoire. La pénétration de la Chine amène d'autres problèmes dans la nouvelle donne. Parce qu'il faut aussi contrer la pénétration chinoise. Pour leurs intérêts et pas nécessairement pour l'intérêt du peuple congolais. Le complot de balkanisation doit donc intégrer tout cela, les anciennes donnes historiques et les nouvelles donnes que je viens de présenter. Ça doit être intégré dans une stratégie de mise en œuvre. Les manœuvriers se connaissent. Les acteurs par procuration, que l'on appelle proxy, sont déjà trouvés dans la région même et sur le plan interne au Congo également. En outre, les priorités stratégiques d'implosion et les portes d'entrée sont déjà définies. Il reste à déclencher le mécanisme et le conduire à bonne fin, donc au résultat ultime. D'où une combinaison d'actions, de tactiques, de déstabilisation et de balkanisation qui est mise en œuvre sous le commandement des US kind of guys qui opèrent dans la région. Cela nous amène à ce qui se fait concrètement, réellement pour ce processus de balkanisation. Les préparatifs étant déjà avancés sur le terrain, les actions de déstabilisation déjà orchestrées, les actions d'insécurité chronique par les guerras FDL, RCD, la colonne Moutebussi, le CNDP, dans sa nouvelle formule qui s'appelle M23, les autres guerres de l'Ituri ou de Massissi, ailleurs, tout cela fait partie d'un même arsenal. Ça, c'est le côté militaire de la chose. Mais au-delà des actions militaires, qui ne peuvent pas suffire en elles-mêmes, bien qu'elles soient importantes sinon déterminantes, il y a eu également des campagnes d'intoxication pour mettre en exergue la faillite de gouvernance des dirigeants congolais, accusés en plus d'être protecteurs des génocidaires FDLR, accusés aussi d'en vouloir aux Tutsis congolais. Il y a eu une forte pression qui continue à ce jour sur les dirigeants congolais pour qu'ils entrent en dialogue et négociation avec les insurgés tout le long de l'histoire de déstabilisation, pour forcer les Congolais, les dirigeants congolais, à faire des concessions économiques, politiques et surtout militaires.
Ce qu'on ne fait pas ailleurs. Ailleurs, on les appellera de je ne sais quelle étiquette. On ne veut pas qu'ils entrent en dialogue politique. Mais chez nous, on nous les impose depuis l'Afrique du Sud. Ils étaient des interlocuteurs, comme dissidents politiques. Troisième action, c'est l'occupation économique de l'Est du pays, en particulier du Kivu, pour en contrôler les ressources, les exploiter également, pour en fait nous mettre devant le fait de l'annexion économique, de la balkanisation économique, avant sa dimension politique. Donc préparant ainsi le terrain. Il y a eu des actions d'élimination des populations locales et de leurs chefs congolais dans l'Est du pays, dans le Kivu en particulier. Suivi, dès qu'on vide les régions, suivi d'occupation et de repeuplement des terres de ces régions ainsi vidées par transplantation des populations venues de l'autre côté des frontières, notamment du Rwanda. Il y a également le positionnement des envoyés du Rwanda ou de l'Ouganda, mais surtout du Rwanda, dans les rouages stratégiques du pouvoir en RDC. Le rouage politique, les rouages politiques, les rouages de commandement militaire et même les rouages d'intelligence. Tout cela est fait à dessein. Mais en plus de ces actions, j'aimerais souligner 3 catégories d'actions. La systématisation des viols, je ne vais pas entrer dans les détails, cela est très très important. La manipulation, ou un terme qui n'existe peut-être pas en français, la complicisation du pouvoir de Kinshasa à travers plusieurs types de mécanismes militaires et politiques. Devant cet état de choses, le pouvoir de Kinshasa ou le pouvoir à Kinshasa peut difficilement échapper aux soupçons, il peut difficilement échapper à l'accusation d'être complice du complot de balkanisation du Congo. Ce qui ne peut qu'élargir la cassure entre les intérêts des dirigeants et ceux du peuple. Ce qui ne peut qu'affaiblir davantage la légitimité du pouvoir, perçue alors comme de légitimité extérieure. Ce qui ne peut que creuser le lit de sa faillite dans la gouvernance et dans la mobilisation des forces de la nation pour une cause patriotique. Depuis la tentative de sécession de 1960, il n'y a pas eu de population de ce pays. Il n'y a pas eu de population du Kivu qui ait pris des armes contre Kinshasa parce qu'elle réclame leur autonomie ou leur indépendance. C'est un fait relativement nouveau. Je dis bien depuis les guerres de sécession de 1960. C'est un fait relativement nouveau. Parce que, permettez-moi de vous parler franchement, dans l'esprit du livre, seules les minorités Tutsi, sous instigation de Kigali et de Kampala, ont introduit cette pratique de pression militaire, pratique de tuerie et autres crimes violents pour avoir plus de faveur par concession politique, militaire et économique de la part du gouvernement congolais. Et c'est ainsi, et à dessein, qu'elles ont réussi à être surreprésentées dans les arcanes du pouvoir et surtout dans le commandement militaire par rapport aux autres nationalités. Nous sommes un pays multinational. Troisième chose que je voulais souligner, après les viols, la systématisation de viols, après ce que j'appelle la complicisation du pouvoir de Kinshasa, il y a la recherche des porteurs politiques internes du projet de balkanisation. Les actions militaires ne peuvent pas suffire. Les actions extérieures ne peuvent pas suffire, tant bien même elles seraient déterminantes. Il faut qu'il y ait à l'intérieur du pays des porteurs du projet. Ceux qui, sous l'appellation au Congo, la République du Congo oriental, de la République des volcans, la Fédération des volcans, etc., vont demander, présenter des revendications d'indépendance ou, d'une manière tactique, avec une première étape d'autonomisation de cette nouvelle république, de cette nouvelle entité politique. Et je voudrais vous rappeler que les officiers supérieurs rwandais qui avaient organisé et pris la parole aux réunions politico-militaires de lancement du M23 à Gisenyi, à Ruhengeri, avaient insisté sur la nécessité de gagner l'appui des forces locales, c'est leur terme, gagner l'appui des forces locales, des leaders politiques et économiques, et surtout celui des populations à la rébellion du M23. Parce qu'il est difficile de forcer l'adhésion populaire, le complot ne peut y aller que par la force.
et mettre cette population devant le fait accompli et au besoin la terroriser à dessein. Monsieur le ministre, honorables sénateurs et députés, monsieur le ministre, monsieur le membre du corps diplomatique, distingués invités, je crois qu'il est temps maintenant de questionner le mandat de la MONUC-MONUSCO. Cette force impressionnante est dans notre pays depuis bientôt 12 ans, sinon 13. Elle a des bilans positifs, elle les présente régulièrement. Il y a des faits dans ce bilan positif qu'on ne peut pas nier, objectivement. Mais là aussi des déficits, des points négatifs, pas de déficits, je dirais des points négatifs, que nous, Congolais, nous devons souligner. L'insécurité persiste dans l'Est du pays. Les viols et autres violences sur les femmes continuent. On m'a parlé de 150 ONG qui s'occupent des violences faites aux femmes, rien que dans le Kivu. Qu'est-ce qu'elles font? Du côté du pays, les guerres de l'Est sont devenues chroniques. Les crimes de guerre et contre l'humanité sont monnaie courante. Les populations civiles ne sont pas protégées. On l'a vu dans le cadre quand Goma est tombé. Les violations des droits de l'homme sont fréquentes. La légitimité du leadership est contestée parce que ce dernier est imposé de l'extérieur avec l'appui et la couverture de la mission des Nations Unies. Pire, cette mission a eu à afficher des attitudes ambiguës et même pris des prétextes pour ne pas intervenir contre les milices et les rébellions. Il lui est arrivé de décourager certaines actions militaires congolaises et pour certains de ses officiers de développer des relations de copinage avec les officiers commandant les rébellions et les autres groupes armés. Que fait la MONUC? Puisqu'après 12 ans, nous sommes où nous sommes. Et avec l'exemple du M23 et la chute de Goma, on peut poser encore la question plus. Et en plus, cette milice, plutôt, cette armée de la MONUSCO est intervenue contre un groupe en Équateur en 2009. Elle n'a pas mis les gants. Ce qu'elle n'a pas fait, il y a 2 mois, dans la guerre de l'Est. Elle avait sorti des tanks dans la rue ou des chars dans les rues de Kinshasa lors d'une manifestation des populations sous le régime 1+4. Vous vous en souvenez? Quelle est sa mission réelle? On peut se poser des questions. Et puis pourquoi les puissances qui la financent au coût de 1 milliard 200 ou 300 millions de dollars par an, depuis 12 ans, continuent à la financer malgré ses faits négatifs ou ses déficits en matière d'efficacité? Pourquoi le font-elles? Pourquoi ils peuvent dépenser 1,3 milliard par an? Nous, Congolais, nous devons nous poser la question. Si là où on l'attend, on ne la voit pas, et depuis 12 ans, elle n'a pas l'air de partir demain, quel est le résultat réel qu'elle attend? Le président du Rwanda avait critiqué sévèrement la présence de la MONUC ou de la mission des Nations Unies au Congo, parce qu'il la considérait trop coûteuse et inefficace. C'est ce qu'il avait dit. Mais cette critique reflète la divergence entre ceux qui veulent aller vite, le Rwanda et l'Ouganda notamment, et qui considèrent que la présence de cette force freine la marche accélérée vers le résultat ultime de balkanisation, et ceux, parrains de l'opération onusienne, qui préparent lentement la maturation des conditions d'exécution du complot de balkanisation et d'implosion du pays. C'est une couverture pour cela. On l'a vu ailleurs, ce n'est pas nouveau ici. La Yougoslavie a sauté sous le contrôle de la gouvernance des Nations Unies. L'empressement du Rwanda et de l'Ouganda leur ont valu le reproche de leurs parrains sous forme de dénonciation dans le rapport des experts de l'ONU et de gel partiel et temporaire de l'aide à ce pays, du moins pour certaines de ces puissances. Ce qui laisse entrevoir une sorte de changement tactique d'attitude des parrains pendant qu'ils poursuivent le débat interpuissance pour le mûrissement des conditions de l'implosion. Kagame se sent alors trahi par ses parrains et amis. Il dénonce ce qu'il a appelé, je cite, l'hypocrisie de la communauté internationale.
En réalité, il dénonce l'hypocrisie de ses parrains par rapport à leurs promesses envers lui, comme exécutant de leur plan. Plan qui allait d'ailleurs dans le sens de ses propres ambitions dans la région et du projet états-unien de reconfiguration géopolitique de la région. L'objectif de la Fédération des États de l'Afrique de l'Est ou des volcans, dont il avait déjà fait mention en parlant d'une reconfiguration politique de la région en 2013, semble être mis en péril. Donc il s'énerve contre eux. Il le dénonce, il laisse passer un rapport comme cela, alors que ce n'est pas lui le vrai initiateur. Pourquoi ont-ils décidé brusquement de sortir ce rapport et de publiquement dire qu'ils coupaient une partie de l'aide? Mais tout ça fait partie de la théâtralisation. Puisqu'après tout, nombre d'entre elles, ces puissances, ont repris leur aide au Rwanda, puisqu'après tout, les grandes puissances ont coopté le Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2013-2014. C'est un message. Vous dites, non, tu es toujours notre kind of guys. Ne t'en fais pas. Mais tu es allé un peu trop vite. C'est dire qu'il y a une mission que les Nations Unies ont dans ce pays, c'est de pousser à la maturation des conditions de yougoslavisation du pays. Et on ne doit pas le perdre de vue. Et je souhaiterais que le peuple congolais reçoive clairement ce message des Nations Unies de ses puissances en cooptant le Rwanda au Conseil de sécurité. Cela m'amène au dernier point, la réalité du complot, avant de conclure. Je dis qu'il faut que les Congolais ouvrent grandement les yeux, soient vigilants, ne soient pas dupes. Et pour se laisser berner dans cette duplicité de l'attitude des puissances mondiales et de l'ONU, qui est leur instrument politique au Congo. Chacun viendra nous dire qu'il tient à l'intégrité des frontières du Congo. C'était le même discours en Yougoslavie. J'insiste, c'était le même discours en Yougoslavie. Pendant que les Nations Unies et l'OTAN reconnaissaient en coulisses Kosovo, poussaient les Kosovars à leur indépendance, ils continuent à maintenir ce discours-là. Le complot de balkanisation et d'implosion existe et il est en voie d'exécution. Ce n'est ni une vue d'esprit, ni un mythe, ni une exagération dans la lecture politique des guerres de l'Est. La réalité des faits, la réalité des gestes, la réalité de certains discours qui ont échappé à certains leaders ou à certains membres des laboratoires de ces états-majors qui fomentent cela, le prouvent. Les faits sur le terrain le prouvent. Des tracés géographiques existent dans certains de ces états-majors. Certains des analystes congolais ont, par le hasard des choses, pu voir l'un ou l'autre de ces tracés-là. Dans ces conditions, quelle est la portée réelle de l'affirmation de l'intangibilité des frontières de la RDC, que ces puissances et que l'ONU reprennent? Comment peut-on accepter qu'un pays agresseur d'un autre, qu'ils n'ont jamais dénoncé, contre la Charte des Nations Unies, devienne membre de l'organe qui a la mission de veiller au respect de cette charte? Comment peut-on le comprendre? Comment les Congolais, nous pouvons le comprendre? Quand nous avons des problèmes, nous allons au Conseil de sécurité. Nous avons des problèmes de frontières, nous allons au Conseil de sécurité. Un membre du Conseil de sécurité est impliqué dans nos problèmes de frontières. Mais ce n'est pas nous qui l'avons coopté là-bas. C'est eux qui l'ont coopté. Mis à mal devant la communauté internationale et se rendant compte qu'ils ont mis leurs parrains et leurs bailleurs et amis occidentaux en mauvaise posture, Paul Kagame et Yoweri Museveni, stratèges, décident de faire un grand coup. Cela peut les blanchir politiquement. Le grand coup, c'était de suréquiper le M23 et l'appuyer militairement pour la prise de Goma. Avec la portée politique et militaire d'un tel coup, ils savaient qu'ils allaient dès le lendemain apparaître comme les faiseurs de paix.
de la région. Ils allaient apparaître comme les sauveurs même du régime politique du Congo et du Congo dans son ensemble. Ils espéraient par là se disculper devant les opinions internationales et africaines par leur action sale à travers le M23. Là, ils allaient se planter en sauveurs. La préparation de ce grand coup était connue, y compris aux Nations Unies, connue par les grandes puissances. Vous vous souvenez qu'il y en avait qui avaient commencé à évacuer leurs ressortissants du Nord Kivu. C'est qu'ils le savaient. Les Nations Unies avaient dit que l'M23 avait eu je ne sais pas si c'est de quoi infrarouge pour voir la nuit, des armements de ceci, de telle portée. Tant qu'ils le savaient, ce grand coup allait arriver. Calculé par les autres pour se disculper politiquement, pour se blanchir politiquement devant l'opinion. La prise de Goma avait un autre avantage stratégique. Humilier et forcer le président Kabila à venir à la table des négociations directes avec le M23. Ce que le Congo avait toujours refusé. Mais devant la chute de Goma, on a voulu un autre discours. Dès le lendemain, je dis bien dès le lendemain, les trois présidents se retrouvent à Kampala. Qui a convoqué la réunion? Vous et moi, je n'en sais rien, peut-être que vous le savez. Qui a convoqué la réunion? Dès le lendemain. Mais le problème, c'est que maintenant, les instigateurs du coup avaient là l'occasion de montrer au président Kabila il y a un nouvel ordre dans la sous-région, sous notre direction. Il a ses implications, y compris sur toi. Nous t'avons fait, nous continuons à te faire et nous te ferons. Donc maintenant, tu es obligé de négocier. Il continue à dire le M23 a des revendications légitimes. Et eux se positionnent en arbitre. Le problème devient congolo-congolais. Eux, c'est les faiseurs de paix. Voilà le stratagème de la chute de Goma. Il faudra que nous ouvrions les yeux sur cela. On nous impose maintenant un dialogue, ça veut dire des négociations, ça veut dire de nouvelles concessions politiques, militaires, économiques, y compris pour la gestion de certains rouages importants de notre État. C'est même ça qui est au centre des discussions. Cela veut dire que le projet d'aller directement à la balkanisation de la RDC peut être de nouveau gelé, mais avec des concessions encore plus grandes, avec un Kinshasa humilié devant sa propre opinion et devant l'opinion africaine et internationale. La dimension la caractéristique d'État fragile, la caractéristique d'État en faillite apparaît également au grand jour. Le M23 change, le Kagame et l'autre changent de discours. Maintenant, on ne veut plus parler d'une sorte de sécession ou d'autonomie passagère transitoire de l'Est. Non, maintenant, c'est le pouvoir lui qui est visé. On veut se présenter, on dirait qu'on veut réexpédier, comment on dit ça, répéter l'épisode, l'épopée AFDL, avec un autre itinéraire politique, avec un autre itinéraire militaire, mais il faut se positionner au niveau national et avoir l'adhésion de quelques leaders politiques au niveau national. Comme ça, le projet M23 n'est plus un projet qui est limité à une sécession éventuelle du Kivu ou de l'Est, mais c'est devenu un projet avec une couleur patriotique, une couleur nationaliste. Il faut trouver des porteurs. Et vous le savez, ça n'a pas duré, il y en a déjà, qui sont là négociant avec le pouvoir de Kinshasa. Mes amis, cette stratégie-là, nous la connaissons, c'est pourquoi nous partageons cela. Vous la connaissez, c'est pourquoi nous partageons ces vues. L'attitude des forces des Nations Unies durant les guerres de l'Est et la prise de Goma doit nous donner une grande leçon. J'ai vu des interviews des officiers de cette armée-là qui étaient là. Ils disaient que c'était une affaire des Congolais entre eux. Alors qu'ils savaient que les autres, comment ils étaient armés, comment les armes étaient entrées. Mais quelle est leur mission? Pourquoi étaient-ils là? Eux qui ont sorti des troupes pour aller contre les Enyélés. Et là-bas, ils ont 6700 hommes.
dans le Nord Kivu ou dans le Kivu. 6700. Le M23 n'avait pas autant de troupes. Les populations civiles n'étaient même pas protégées. Parce qu'ils peuvent dire, oui, on n'a pas le mandat qui nous est confié par la charte, c'est l'article je ne sais combien. Il ne le permet pas. Et pourquoi on ne le lui donne pas depuis 12 ans? Mais si on ne vous l'a pas donné, pourquoi vous avez sorti les troupes en Équateur? Mais si on vous a donné seulement le mandat de protéger les civils, pourquoi on n'a pas protégé les civils à Goma, dans la prise de Massissi ou de Rutshuru? Ce double discours-là ne peut plus nous berner. Permettez-moi de conclure. Comprendre les tenants et les aboutissants des guerres de l'Est du Congo est sans doute un pas important dans la recherche des solutions à ces guerres, et notamment dans la défense de la nation, de notre nation et de l'intégrité de notre territoire. Cela est important et le livre s'y attelle. Le livre fait cette analyse et aborde les questions cruciales pour les Congolais. Que faire? Par où commencer? Et avec quelle stratégie? Avec quels moyens? Compter sur quels acteurs? Le livre interpelle. Mais c'est aussi un appel à la mobilisation des acteurs et décideurs politiques. Le gouvernement, notre Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Malgré l'aspect théâtral, le silence du discours et l'ambiguïté du discours, le livre nous interpelle tous. Nous ne devons plus nous résigner et jouer le jeu de la complicité. Il interpelle les partis politiques, les états-majors des partis politiques, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur privé, les élites religieuses et intellectuelles, les artistes et autres leaders d'opinion. Il les interpelle et veut les mobiliser à une action conjuguée, ferme et véhémente, pour dénoncer le complot et ses acteurs externes et internes, et surtout pour s'opposer à ce complot par tous les moyens envisageables. C'est pourquoi il faut approfondir et élargir le débat. Des étrangers écrivent beaucoup sur notre pays et sur le Congolais, occupant le terrain du discours et de la réflexion, et reléguant, nous, Congolais, nous reléguant au rôle de consommateurs de leurs produits, ou au plus au mieux de réacteurs. Nous réagissons à ce qu'ils ont dit ou écrit. Avec ce livre, voici des Congolais, parmi les meilleurs observateurs et analystes de ce pays, qui écrivent comme scientifiques, mais qui écrivent comme scientifiques et intellectuels avec des positions citoyennes sur les réalités de leur pays, sur les enjeux du jour, sur les stratégies et politiques qui sont mises en œuvre pour la RDC d'aujourd'hui et pour la RDC de demain. Il nous reste à former l'espoir. À former l'espoir que ce livre va contribuer à élargir le débat, à réveiller tous ceux qui somnolent. Parce que Katilena n'est plus aux portes de la RDC. Il est à l'intérieur de la RDC. Afin que tous et dans l'unité, nous puissions défendre notre nation et notre territoire avec détermination, avec fermeté et vigilance. Et nous espérons que ce livre va être également un instrument utile pour les négociations en cours. La République démocratique du Congo face au complot de la balkanisation et d'inclusion. Un lecteur en a fait commentaire. Il s'agit de M. Pierre Mbemba. Pierre Mbemba, qui est analyste politique. Il est également de la société civile. Je vous prie, Pierre Mbemba, de venir faire votre commentaire sur les livres à cette tribune. C'est bon, maintenant. Honorables sénateurs, honorables députés, ministres d'État, monsieur le ministre, les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, chers compatriotes, j'ai la lourde tâche de pouvoir vous rendre l'économie des textes. Ça, c'est mon approche. Mais si j'étais chargé de la publicité, la seule chose que j'aurais pu vous demander, c'est de faire comme moi, de prendre le livre et que vous alliez le lire vous-même. Mais ayant accepté cet exercice, je veux vous transmettre en quelques mots ce que j'ai pu retenir de ce livre. Je remercie d'abord le professeur Kankwenda et Mukoka parce qu'ils m'ont permis de pouvoir aller droit au but, parce que c'est un livre de 415 pages, donc c'est parfois fastidieux,
parce qu'il y a beaucoup de détails intéressés, surtout pour nous qui sommes des disciples de l'anti-balkanisation. Ceci étant, je veux vous lire ce que je préparais pour vous. En lisant ce livre, j'ai été d'abord agréablement surpris de la pertinence, de la qualité des orateurs, des écrivains qui ont contribué à la réalisation de ce livre que nous avons appelé un livre collectif. Parce qu'il y a à peu près 12 personnes, parmi lesquelles des éminents professeurs que vous connaissez, qui nous rendent aujourd'hui les différentes réflexions. Ils ont travaillé comme des enquêteurs, créant d'abord des doutes, se posant des questions sur ce qui se passe dans notre pays, quelle est la situation de notre pays et pourquoi cette situation. Et ils ont travaillé, comme on a l'habitude de lire dans les journaux congolais, comme de fins limiers. Ils ont été cherchés partout pour essayer de cristalliser une chose qui doit devenir pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, que la balkanisation, ou du moins la théorie de la balkanisation, n'est pas une simple vue d'esprit, ou encore moins un effort imaginaire pour impressionner les gens. En lisant ce livre, on arrive à la conclusion naturelle que la balkanisation de notre pays est en marche et elle avance à pas de géant. Si nous ne prenons garde, nous risquerons de déchanter dans les mois et les années à venir. En lisant ce livre, j'ai d'abord remarqué la pertinence, le sérieux, la documentation. Il y a énormément de faits qui sont documentés. Et vous remarquerez qu'ils n'ont pas cherché simplement à dénoncer. Et pour employer les termes qui se trouvent dans l'introduction, ils ont d'abord cherché à montrer les faits de la balkanisation. Et puis après, de démontrer que cette balkanisation existe réellement. J'avais lu dans les temps un livre qui s'intitulait « La main invisible qui dirige ». Et plus tard, González Mata avait écrit un livre qui s'intitulait « Les vrais maîtres du monde ». Ceci étant, j'ai été personnellement impressionné. J'ai été personnellement attiré. Je n'ai pas osé abandonner le livre jusqu'à ce que j'arrive à la fin. C'est tellement appétissant pour ceux qui aiment lire. C'est tellement instructif pour ceux qui cherchent quelques vérités. Et c'est vraiment un espoir. Parce que dans la salle ici, nous avons un de nos aînés qui a écrit il y a quelques temps, je crois 2 ans, un livre qui avait fait grand bruit, La République des inconscients. Et je me suis dit, voilà que maintenant, ayant été chatouillé par notre aîné, que les intellectuels se mettent en exergue pour dire qu'il n'y a pas que des inconscients dans notre République. Nous voyons que l'ensemble de la contribution de cette œuvre collective, parce qu'il s'agit réellement d'une œuvre collective, sont groupées autour de 4 différentes parties qui comprennent chacune 3 chapitres. L'ouvrage fait donc 12 chapitres. Au premier chapitre de la toute première partie consacrée au complot de la balkanisation à l'épreuve de fait, Freddy Mulumba Kabouaï, que moi j'appelle notre général, parce qu'il nous a attirés pour que nous participions à cet effort de recherche, de compréhension du problème qui se pose à nous. Et il travaille jour et nuit, traquant les informations dans tous les coins et les recoins, quels que soient les moyens utilisés pour pouvoir y parvenir. Et c'est lui qui ouvre les balles, comme on dit dans un certain jargon. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il ouvre le débat
retraçant d'abord historiquement les principaux événements et tentatives de la balkanisation du pays, avec leurs mythes et réalités, leur mode d'orchestration et de déclinaison, leur logique ou leur stratégie, ainsi que leurs acteurs visibles, invisibles, mais également leurs enjeux et leurs dénouements. Il termine son texte en martelant l'action d'une mobilisation tous azimuts contre le grave danger de la balkanisation et de l'implosion de notre pays, cela soit dit. Emboîtant le pas, en quelque sorte, au chapitre précédent, donc le premier chapitre, traité par M. Kabouaï, Bouchalimwe Marako Stanilas, qui est un grand professeur, reproduit chronologiquement la liste assez exhaustive des péripéties qui marquent la succession des troubles et des conflits sanglants qui ont eu à sonner l'éclat de l'instabilité récurrente dans le nord-est de la République démocratique du Congo depuis les années de l'indépendance. Du point de vue de la prospective, pareille démarche a l'avantage, grâce à des faits raisonnés, de disposer des éléments d'appréciation de la situation actuelle de l'État du pays, quitte à en tirer des leçons et des stratégies pour le futur de la nation. Le troisième chapitre, rédigé par... Merci. Le troisième chapitre, rédigé par le professeur Kibanda Matungila, porte sur la place et le rôle des ressources stratégiques congolaises dans la problématique de la balkanisation. À ce sujet, la thèse défendue par l'auteur et qui est la guerre qui se déroule dans la partie est de notre République, dans une guerre pour l'accès à ces matières premières, stratégiques. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose. J'avais lu dans un livre qui s'intitulait « Le Congo », le gouvernement des États-Unis, par son général Martins, qui est un expert au niveau de la CIA, a déclaré, et nous sommes en 1987, que les États-Unis étaient prêts à déclencher une guerre, à l'époque on parlait du Zaïre, pour la défense de matières premières. Parce qu'il y a beaucoup de matières premières ici que nous-mêmes les Congolais, nous ne connaissons pas. Donc vous comprendrez pourquoi notre pays est toujours dans l'œil du cyclone. Excusez-moi, j'ouvre la parenthèse et je la ferme. Les conglomérats industriels et financiers, mais également par les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Dans sa conclusion, il en arrive cependant à considérer que la balkanisation n'a pas à penser uniquement en termes de démantèlement, mais aussi comme de voies plus subtiles d'instrumentalisation des agences d'exécution, de création des amphithéoses, d'infantilisation des élites, de déploiement d'Africom, de l'ESSEC, voire de la MONUSCO. Alors ce matin, je réfléchissais un peu. J'ai connu quand même l'indépendance du Congo. Quand l'ONU est venue pour la première fois au Congo, elle s'appelait ONUC. Comment se fait-il que maintenant, l'État du Congo n'a pas changé ni de superficie, ni de réalité internationale? Aujourd'hui, on nous parle de la MONUSCO. On a ajouté ces M, pourquoi? Je vous laisse. Mais si on veut faire un peu d'exercitation mentale, on peut penser à ce M en disant M, mafia. On peut dire manœuvre. On peut ajouter d'autres choses. Excusez-moi, je continue. La deuxième partie sonde les ambitions et les stratégies des pays voisins dans le complot de la balkanisation. Elle commence par un autre texte de Bouchalimwe Mararo Stanislas. Retenez bien ce nom parce que dans le livre que vous allez lire, c'est lui qui a fait la plus grande apport dans le texte. Parce qu'il
Vous allez voir, il va passer entre le deuxième, le troisième, le sixième chapitre. Parce qu'il a vraiment une très, très grande expérience dans ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Je continue. Les multinationales et les États pivots ou acteurs géopolitiques. Dans la dynamique politique du Congo-Kinshasa, l'enseignement essentiel qu'il convient d'en tirer est facile à imaginer. Les Congolais ne devraient plus se tromper d'ennemis. Le commanditaire et principaux meneurs de la guerre en RDC sont les Occidentaux. Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame et leurs supplétifs de la RDC ne sont roitelés que grâce à la volonté des États-Unis et de leurs principaux alliés, Israël et l'Union européenne. Dans sa contribution axée sur les stratégies, les enjeux et les protagonistes et de ce qu'il appelle la guerre de basse intensité, comme vous savez, en matière de stratégie, il y a deux types de stratégies. Il y a la stratégie directe, et c'est ce que maintenant, curieusement, la MONUSCO veut appliquer, donc on va les traquer, les gens là où ils se trouvent, donc on va les tuer, c'est ça le terme, pour résoudre le problème à leur façon. Mais nous devons nous attendre à la facture que la République devra payer après que la salle Bézone sera exécutée. Je continue. Donc, nous disions que les Congolais doivent, à partir de maintenant, être vigilants. Nous devons avoir le courage, non seulement de dénoncer, mais de démontrer que les faits que nous avançons chaque jour sont des faits réels. Et que ces faits sont en train de se réaliser dans notre pays. Le chapitre 6 revient une fois encore, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut bien retenir le nom de M. Bouchalimoué, des acteurs de la guerre et du complot de balkanisation avec une autre contribution. Ce dernier fonde sa réflexion sur trois paramètres. Celui qui consiste à poser que le Nord Kivu, c'est le nid de l'insécurité en RDC. Celui de l'éclosion de la vérité comme condition sine qua non de la réconciliation. Celui enfin de l'érection du leadership en facteur de paix. Les deux principaux points abordés traitent respectivement de la mise en situation de la réalité de la guerre au regard des enjeux politiques, économiques, géopolitiques et géostratégiques, ainsi que de la saisie de la configuration de l'ensemble des acteurs catégorisés finement selon leur origine, acteurs internes et externes, et leur poids stratégique, acteurs majeurs et acteurs secondaires. Fort des éléments de son analyse, l'auteur conclut en s'inscrivant en faux contre ceux qui font des enjeux locaux la cause cardinale de la guerre en RDC ou au Nord Kivu. La troisième partie planche sur le rôle et la stratégie de puissances extérieures dans le complot. Son premier chapitre, en réalité le 7e, dans l'agencement global, est signé par Rémi Kachungu, qui étudie en profondeur le dessous d'un enjeu stratégique. Pour ce faire, il procède en trois étapes. Affirmer la thèse de la conspiration internationale dont la RDC est victime, avec comme conséquence le contrôle de ses réserves en ressources stratégiques. Démontrer ensuite, à l'encontre de cette thèse, que la nation congolaise saura toujours s'opposer contre tout projet de ce genre. Enfin, nonobstant le caractère sophiste de la thèse, reconnaître que celle-ci ouvre les perspectives de réflexion autour de l'épineuse problématique de la refondation de l'État congolais. Intitulé « Le Kosovo et le Kivu, deux crises, deux modes de gestion internationale comparables », le chapitre 8, dont le contributeur
n'est autre que toujours Bushali Mwe Marako Stanislas, a pour objet d'établir les éléments de similarité entre les deux expériences de crise par rapport respectivement au contexte de leur émergence, à leur processus de négociation en vue des accords de paix, à l'application des 10 accords et à leur impact sur le terrain, et enfin à travers leur dénouement avec pour le Kosovo une indépendance piégée et pour le Kivu le renforcement de la tutelle américaine à l'est du pays avec notamment la Restoration of Justice in Eastern Congo, REJUSCO. Quant à l'étude de Philippe Biyoya Makutu Kahanja, que vous connaissez bien, qui est un grand spécialiste en géopolitique pour notre pays en particulier et pour l'Afrique en général, contenue dans le chapitre 9, elle soulève les questionnements du nouveau destin géopolitique de la RDC. Le point de conclusion essentiel qui se dégage du texte et de la RDC, du monde globalisé qu'aujourd'hui ne serait pas ce Congo mythique du rêve panafricaniste, au sens d'une nation pivot de l'équilibre stratégique de la nouvelle Afrique, et pour cause. D'abord, le Congo et les dirigeants congolais, plutôt que de capter et de capitaliser les mutations géopolitiques en cours, semblent préférer vivre en les subissant. Ensuite, dans ces rapports régionaux avec des voisins, le pays a cessé d'être guidé par sa centralité, faute d'une politique et d'une diplomatie à vocation africaine, mais plus important, du fait des déficits de leadership et de gouvernance. Esquissant de nouvelles perspectives, l'auteur pense que la réforme de la politique étrangère apparaît comme l'un des moyens de réussir une contre-balkanisation si elle s'insère dans une autre vision nationaliste et portée par un leadership approprié. Revenant à la charge avec un autre texte où il traite de l'anatomie ethno-politique de communautés kivusiennes et du projet d'un futur État indépendant du Kivu, Bushali-Mwe Marako Stanislas fait pour l'essentiel, dans le chapitre 10, une analyse en profondeur des atouts et faiblesses des espaces du Sud et Nord Kivu, dont les Chihavu, l'espace Uvira, Itombwe Fizi, l'espace Lega, ainsi que les espaces Nande et le petit espace du Massissi Rutshuru. Évoquant l'hypothèse de la création de l'État du Kivu, l'auteur se demande comment se comporteraient les principales communautés telles que les Chi, les Tutsi et les Nande quand on sait qu'à elles seules, celles-ci ont conquis et le monopole du politique et du discours. Au chapitre 11, le docteur Emmanuel Kabongo Malou discute de la décadence et de la disparition de l'identité collective des Congolais comme peuple historique. Il se pose la question de savoir ce qu'est devenu le Congo comme État, comme nation et comme peuple. À titre de réponse circonscrite dans la conclusion, il affirme ce qui suit. 1. Un peuple qui ignore son histoire est un peuple désorienté, affaibli et donc recolonisable. Je pense que nous n'allons pas retourner à cet état de recoloniser. Malgré les faits historiques qui ont conduit à la destruction de l'identité collective et à la faiblesse de l'âme de la nation, il existe des repères qui confèrent un soubassement puissant à la reconstruction de cette identité. L'un des rouages stratégiques de cette reconstruction réside dans l'institutionnalisation d'un leadership politique engagé en tant qu'instrument de lutte contre le complot de la balkanisation du pays en vue de la gouvernance pour le développement. Et enfin, le chapitre 12, sous la plume conjointe du professeur Mouko Kansenda et Alphonse Kazumba Chiteya,
discute de la question de la gouvernance de l'État et de la gestion militaire des guerres de l'Est du Congo face au complot de balkanisation. Après un rappel historique pour circonscrire le cadre de son analyse, ce chapitre examine le problème lié à la convergence et à la gouvernementalité de l'État congolais et leurs défis dans la dimension politique, administrative, économique et de développement, et en particulier dans la gouvernance et la gestion militaire. Il souligne les déficits dans ce domaine, et notamment sur le plan pratique et organisationnel par rapport aux exigences de souveraineté, de gouvernance stratégique et de développement face à la menace de balkanisation. Le chapitre évoque dans chaque cas une esquisse de pistes de solutions ou du moins de réponses à ces déficits et défis avec une attention particulière à la gouvernance militaire pour faire face à ces guerres de l'Est et au complot de balkanisation dont elles ne sont pas la partie visible d'iceberg. Mais vous me permettrez, où est parti mon livre? S'il vous plaît, je peux avoir mon livre? Merci, excusez-moi. Je voudrais vous lire, je vous permettez, 2 minutes, parce que j'ai vu quelque chose de bien qui va vous étonner. Comme on vous a dit, il y a 12 personnes qui ont participé à ce trouvage collectif. Chacun travaillait dans son coin sans connaître le travail des autres. Donc vous allez voir que chez nous on dirait par l'esprit des ancêtres, mais comme moi je suis chrétien, je dirais mis par l'esprit de Dieu, hein, ils vont aboutir aux mêmes conclusions parce qu'ils sont conduits par une espèce de trame invisible. Alors je lis ce que les introducteurs ont marqué. Qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons l'approche dans l'élaboration de ce livre n'a pas été basée sur un argumentaire présentant au préalable un cadre conceptuel, avec un canevas préconçu, invitant les auteurs et contributeurs à se trouver les lieux de leur insertion. Elle a été une démarche ouverte, laissant la liberté de choix aux auteurs. Le résultat est étonnant. L'ensemble des contributions témoigne de la communion intellectuelle des auteurs-contributeurs, position, analyse, référence et engagement patriotique pour la cause de la nation. Alors que les auteurs ne connaissaient pas du tout qui d'autre préparait une contribution au livre et sur quel sujet spécifique. Il y en a qui citent, vous avez vu dans les citations que j'ai faites ici, qui citent en référence les textes connus des autres contributeurs au livre. Et je termine par là, cette communion intellectuelle, j'aurais pu ajouter spirituelle, entre auteurs et ainsi la preuve d'un sentiment et d'une opinion partagée par les élites intellectuelles congolais sur le complot de la balkanisation. Nous ne pouvons que nous incliner et saluer cette complicité patriotique dans l'analyse. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter le professeur François Mukokan Seda, directeur exécutif de l'ICREDES, pour le mot de clôture de cette matinée. À l'issue de cette cérémonie de lancement du livre, une cérémonie vivante et riche de réflexions et de suggestions, il nous revient de vous savoir gré en vous remerciant sincèrement au nom de l'ICREDES. Ces sentiments de gratitude, nous les formulons d'abord à l'endroit de la Fondation OSISA, Bureau de la République démocratique du Congo basé à Kinshasa, qui est représenté par M. Roger Mvita, pour avoir spontanément répondu favorablement à notre requête visant à financer l'impression de l'ouvrage,
tout en acceptant de prendre à son compte les frais d'organisation de son baptême. Nous ne doutons pas un seul instant que l'acte ainsi posé va solidement jalonner le chemin de partenariat entre nos deux organismes. Nous présentons les mêmes sentiments à Mediapol, qui est censé être représenté par le révérend Père Roger Ouawa, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui, dans un parfait esprit de compréhension de célérité, s'est employé à imprimer les 1000 exemplaires du manuscrit dans un temps record. Dans ce concert de remerciements, nous nous en voudrions de ne pas reconnaître à quel point nous sommes redevables au groupe de presse Le Potentiel, Radio et Télé 7, particulièrement à son président directeur général, l'honorable sénateur Mutinga, à son administrateur directeur général, Freddy Moulumba Kabouaï, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour l'appui nous apporté tout au long du processus de préparation, d'élaboration du livre jusqu'à sa présentation ce jour. Qu'il nous soit permis d'exprimer de vive voix au professeur Théophile Obenga, ministre d'État de son pays, spécialement venu de Brazzaville pour parrainer le baptême du livre, notre vive reconnaissance dans la mesure où sa présence nous honore et confère à la séance son digne et grandiose éclat. L'ICREDES ne saurait autrement remercier ses nombreux invités de marque qu'en leur disant combien leur assistance personnelle constitue un réel réconfort moral si indispensable pour la réalisation de sa légitime ambition. Que dire de plus au reste de l'auditoire si ce n'est de le féliciter tout en reconnaissant le caractère pertinent de l'ensemble de ces interventions dont il n'aurait pas été convenable de nous priver face à un sujet d'intérêt patriotique. Avant d'en finir avec ce mot de clôture, il nous est loisible de dire la chose suivante, c'est qu'aux yeux des contributeurs, le vrai et l'unique sens à donner à leur acte d'écriture, c'est le sens du devoir. Personnellement, j'aurais dit la République, non, hein, comment? Non, ici, la République démocratique du Congo, contre le projet de balkanisation et contre l'implosion. Ce n'est pas face, on n'est pas en face. C'est un peu neutre, on est contre le projet de balkanisation. J'aurais écrit contre, mais enfin, c'est une affaire de pure sémantique. Mais ce qui arrive là, le problème reste que, supposons que la RDC, qui a tant de mines, tant de richesses minières et tant d'intelligence, construise une grande puissance politique, économique, financière, africaine, diplomatique africaine, ces problèmes n'existeraient pas. Une grande armée, une forte armée qui assure la sécurité et l'intégrité du territoire national, une grande économie qui met la richesse naturelle au bénéfice du peuple, un système administratif qui contrôle tout le territoire national, une éducation qui accélère l'épanouissement intellectuel scientifique du pays, de la jeunesse du pays, une diplomatie qui donne ce mot à dire au niveau régional, local, panafricain et au niveau mondial, parce qu'on peut le faire, il n'y aurait pas ces problèmes. Ces problèmes viennent par la fragilité. C'est tout. Quand on est fragile, même le plus faible que vous peut prétendre vous donner des coups de poing. Même le plus faible, moins fort que vous, moins potentiellement équipé que vous, il peut prétendre vous casser la gueule. Parce qu'il sent que vous êtes faible.
il est convaincu qu'il peut. Même un garçon du cours débutant, parfois, il fait le camon, il affrontait le gars du CM2, hein, qu'il peut lui casser la gueule, quoi. C'est un peu cette imprudence, c'est la fragilité. Tout ce qui arrive dans les pays africains, au Mali, en RDC, enfin RCA, partout dans le continent africain, c'est toujours la fragilité des États qui est à la base. Les États sont fragiles constitutionnellement. Ils font les constitutions, ils ne respectent pas, c'est partout. Bon, et leur système économique, les marchés, l'argent, les trucs, la monnaie, c'est faible. L'armée, c'est faible. Le système militaire, l'éducation est fragile. Tous les systèmes collectifs sont fragiles. Et du coup, ils peuvent être exposés à la balkanisation, aux agressions, aux rébellions, aux toutes sortes de crises. Parce qu'il faut donc, le problème de fond, c'est vaincre sa propre fragilité. Il faut absolument vaincre la fragilité. Si on ne vainc pas la fragilité, on sera toujours exposé. Après, bon, on dialogue et puis on dit, bon, on recommence encore. Hein, parce que le dialogue ne va pas satisfaire tout le monde. Donc ceux qui sont insatisfaits, ils se retirent, ils s'organisent et ils réapparaissent encore. Parce qu'ils sentent que c'est fragile. Il faut éviter la fragilité africaine. Et dans le cas de ce pays, s'il est fort, puissant, leader de ce fait, par le fait même, beaucoup de choses vont échapper à l'Occident. Indépendance. Indépendance. 40 ans après, le Congo reste une référence.